Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Stéphanie Dillière-Brooks, connectée depuis la France et plus précisément de Bordeaux. Stéphanie va nous présenter quand le bien-être s'invite au cœur de l'organisation. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Yotis, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Alors Stéphanie, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Écoute, je suis très heureuse, pleine d'énergie ce soir, pour tout te dire, même si j'ai eu une grosse journée. Mais je sais que voilà, le fait d'être avec vous, d'être dans cet environnement bienveillant, avec cette magnifique équipe synergienne et puis toutes les personnes, les participants qui vont être là, et vous parler d'un sujet que j'adore, quoi dire, que de l'énergie, que du plaisir. Donc voilà, je suis très très contente, tout va bien. Alors Stéphanie, en préparant ce webinaire, il m'était impossible de ne pas penser à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si tu vois de qui je parle. C'était quelqu'un d'important, je pense, pour toi et également pour moi. Si tu vois de qui je parle, est-ce que tu peux nous dire quel être humain il était? Ah, tu vois, tu m'émeus là, Yotis. Bah, écoute, merci de poser cette question. Ça me touche beaucoup et je sais que ça doit toucher beaucoup de personnes qui sont là ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont connu, qui ont eu cette chance. Et donc, je pense que tu parles d'Alain Kérol. Oui. Alors, moi, j'ai une grande chance en fait, finalement, parce que quand j'ai décidé de faire du coaching, bah, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Ça a été bah, mon mentor, c'est quelqu'un qui m'a montré aussi la voie de ce beau métier que je fais aujourd'hui et m'a montré la voie à moi, mais aussi à tellement de monde, à tellement de coachs. Il avait quelque chose d'assez exceptionnel qui était c'était un innovateur. Je crois que j'ai rarement vu ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Alain, il a une idée à la seconde quand il n'est pas en forme. Donc, tu vois, ça veut tout dire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était quelqu'un de très innovant, de très inspirant, du coup, pour toutes les personnes qui avaient la chance d'être autour de lui et de travailler à ses côtés. Et puis, il avait aussi quelque chose pour moi qui est important dans notre métier, je pense, particulièrement, ce n'est pas toujours le cas non plus, c'est la bienveillance. Voilà. C'est quelqu'un qui était extrêmement gentil, bienveillant avec les autres, avec une vraie envie de faire grandir les autres. Et ça, bah, moi, ça m'a beaucoup porté. Je sais que ça a porté beaucoup de gens autour, et notamment bah, avec l'institut qu'il a créé, qu'il a dirigé toutes ces années, depuis 25 ans, quand même. C'est pas petit, c'est pas peu. Et voilà, donc malheureusement, c'est vrai qu'il nous a quittés l'année dernière et on a eu beaucoup de chagrin tous. Mais voilà, on essaie de continuer son œuvre avec Anne-Brigitte de Courten, la co-directrice, et donc son épouse, et puis toute l'équipe. Voilà, donc voilà, très inspirant en fait. Voilà. Tu vois, il y avait un mot, et il continue à nous inspirer, il continue à faire partie de nous tous. Donc ça, c'est chouette. Et il aimait tout ce qui était santé et Oui, également alors les émotions positives, parce c'est que vrai. c'est ça qu'il allait nous proposer. Il allait nous proposer un webinaire sur la puissance des émotions positives. Ouais, c'est vrai que c'était tout à fait. Et c'est vrai, alors du coup, ça rejoint aussi de ce dont on va parler ce soir, sur le bien-être et la santé. C'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la santé et bien-être, déjà pour lui-même. C'est quelqu'un qui était très, très sain, très sportif, qui mangeait équilibré, qui croyait beaucoup aux jeunes et tout ça. N'est-ce pas, Yoti? Ça fait combien de jours que tu jeûnes? C'est vrai, c'est vrai que je suis à mon 11e jour de jeûne là aujourd'hui. Mais je, Ah, je mais j'ai pense, l'habitude de par jeûner respect. 2 fois. Je jeûne depuis 2010, donc j'ai l'habitude. Mais en effet, c'était l'un de nos sujets aussi de discussion. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'était important pour lui. Et voilà, là, je pense que moi, je suis très admirative, je te le dis, parce que maintenant, ça commence à être beaucoup. Et je pense que malgré tout, même si paraît-il, ça donne l'énergie, je pense que ça aussi, tu fonctionnes un peu différemment quand même, j'ai l'impression. Docteur Stéphanie Dillière-Brooks. Donc Stéphanie, titulaire d'un doctorat en communication des organisations et coach certifié MCC, donc Master Coach par ICF. Tu es reconnue pour ton approche humaniste et innovante dans le coaching bien-être et de développement professionnel tant en France qu'à l'international. Ta première carrière qui t'a vu pendant plus de 10 ans en tant que chef de délégation pour la Croix-Rouge française t'a immergé dans des situations humanitaires complexes où
tu as dirigé des équipes multiculturelles dans des contextes de crise. Cette période de ta vie, marquée par des défis constants et une pression intense, a été cruciale pour forger ta résilience et ta compréhension des dynamiques de stress et d'isolement professionnel. Ces expériences ont éveillé en toi un profond désir de changement et une vocation pour aider les autres. Inspiré par ces années formatrices, tu as choisi de te réorienter vers le coaching pour mettre à profit ton vécu en accompagnant les professionnels vers plus de sérénité et d'efficacité dans leur travail. En 2011, avec un esprit pionnier et une volonté de repenser le coaching, tu as fondé ta première plateforme d'e-coaching, une initiative audacieuse visant à humaniser l'accompagnement professionnel à distance. Cette plateforme a été spécialement conçue pour favoriser une interaction humaine respectueuse et éthique, démontrant ton engagement à rendre le coaching accessible et adapté à chacun sans contrainte géographique. Je rappelle d'ailleurs que tu nous as présenté en 2018 un webinaire sur l'e-coaching, coaching 3.0, coaching à distance, des méthodes innovantes au service de vos compétences de coach. À cette époque, tu avais toujours en tête le besoin de répondre aux problématiques de santé et bien-être qui émergent fréquemment dans les contextes professionnels. Cela t'a conduit à te spécialiser comme coach santé-bien-être après ta participation à la première promotion du Master Coach Santé-bien-être de l'Institut de Coaching International créé par Alain Quérol en 2016. Sous ta direction en tant que directrice pédagogique de cet institut, tu as significativement contribué à l'avancement des pratiques de coaching en insufflant des méthodes qui allient compétences relationnelles et rigueur scientifique. Aujourd'hui, depuis Bordeaux et sans limite géographique dans ta pratique, tu continues de pousser les frontières du possible en coaching. Ta plateforme s'enrichit continuellement de ressources innovantes pour soutenir le développement personnel et professionnel de tes clients. Ta vie partagée entre la passion pour ton métier et ton engagement envers la communauté internationale des coachs reflète ton dévouement à enrichir la pratique du coaching avec compassion, créativité et respect de la diversité humaine. Alors Stéphanie, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Peut-être en quelques mots, c'est vrai que pour revenir sur cette aventure d'e-coaching, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une communauté d'une trentaine de coachs qui sont tous des e-coachs qui font le pari de l'humain et on sait qu'aujourd'hui le e-coaching commence à se développer un peu autrement et donc pour moi c'est vraiment quelque chose de très central, en tout cas dans ma vie aujourd'hui, parce que j'aime le partage et c'est grâce justement à cette communauté que je suis dans le partage aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais ajouter en plus par rapport à tout le reste. En tout cas, merci Yotis, c'est une très belle présentation en tout cas. Merci. Alors, Stéphanie, tu vas nous présenter quand le bien-être s'invite au cœur de l'organisation. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Écoute, ce sujet m'a semblé extrêmement essentiel parce que c'est un sujet qui s'invite de plus en plus dans les entreprises. Moi, je suis un coach qui travaille en entreprise professionnelle. Je ne fais pas de life coaching et ça fait quelques années que je vois que ça s'invite au cœur de l'organisation. Et je trouvais que c'était important de poser les choses aujourd'hui avec la communauté des coachs pour reposer un peu les choses au niveau de l'éthique, au niveau des sujets wellness, pour que tout le monde puisse en faire une pratique agréable, positive et porteuse pour eux. Voilà. Donc, je trouvais que c'était important. Puis, tu verras, il y a d'autres raisons aussi. Je vais développer un petit peu. Alors, un grand merci, Stéphanie. Je t'invite à commencer ta présentation. Et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement, comme d'habitude. Merci, Otis. Merci beaucoup. Donc oui, Yotis, tu as raison de poser cette question. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Alors, je voulais commencer par quelques chiffres. Bien évidemment, le webinaire n'a pas pour but de vous abreuver de chiffres sur la santé et le bien-être. Et voilà, puisque tout le monde peut aujourd'hui lire ça sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on en parle de plus en plus, parce que les chiffres deviennent un petit peu alarmants. Alors, si on part déjà de tout ce qui va être lié vraiment à la santé, la santé même physique et psychique, on se rend compte que même si encore aujourd'hui 65% des salariés déclarent être en très bonne santé, les chiffres montent et même à l'échelle européenne,
que ce chiffre tend à diminuer. Il est vraiment en pente descendante, constante. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même un sujet autour de la santé et que dans l'entreprise, on peut avoir vraiment des baromètres pour mesurer ça. L'autre point aussi, on se rend compte qu'il y a une augmentation des entreprises qui, quand je dis entreprise, je pense organisation, au sens large bien évidemment, des entreprises qui voient arriver des sinistres. Quand on parle de sinistres, quand on parle du baromètre de la gestion des accidents et des maladies, c'est tout ce qui va être accident du travail, maladies liées au travail, alors bien sûr c'est la pénibilité, etc. En 2022, on était sur 83%, aujourd'hui on est à 97%, bon on va atteindre bien sûr les 100% sans problème. Ça c'est déjà sur la partie santé. Mais j'aurais tendance à vous dire d'un point de vue bien-être, ça n'est guère mieux. Et les derniers rapports, alors tout le monde va dire bien sûr il y a le Covid qui est passé par là, ça oui. En même temps, on a mis en place dans les entreprises beaucoup de nouvelles modalités de travail et malgré tout, ça continue à baisser. Le dernier rapport mondial Indeed, donc qui est sur une vingtaine de pays, montre que 60% des personnes disent ressentir du stress au travail de façon régulière, que seulement une personne sur 5 estime qu'elle est épanouie au travail, c'est quand même pas beaucoup, un cinquième. Et enfin, et ça je pense que c'est encore plus alarmant que le reste, c'est que 73% des salariés disent souffrir de stress, voire de pré-burnout, on va dire, en tout cas de détresse psychologique, sans oser le montrer ou le dire. Donc en plus, on a cette problématique de voir que quelque part tout semble aller et finalement derrière, on a des profondes souffrances. Alors, je pense que beaucoup de coachs qui sont venus ce soir ont observé ce genre de phénomène. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être central et qui doit être pris au sérieux. Et c'est vrai que quelque part, ce qu'on observe le plus, on va dire, sur le marché du travail, c'est qu'il y a un vrai basculement de pathologies qu'on disait physiques vers des pathologies psychiques. Je parlais il y a pas très longtemps avec une consoeur coach qui a été aussi longtemps la présidente de Previa, qui est un grand cabinet qui s'occupe justement de la santé et du bien-être en entreprise et notamment de l'aide au retour à l'emploi, c'est à peu près 85% de leur activité. Donc le retour à l'emploi quand on a eu un arrêt long pour santé, donc ou stress, etc., maladie. Et elle me disait, c'est intéressant, il y a encore quelques années, ils étaient à 80% de pathologies physiques et 20% de pathologies psychiques. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Il y a 80% des gens qui reviennent à l'emploi après des pathologies psychiques et 20% pour le physique. Donc, on voit que non seulement c'est un sujet qui est crucial, mais en plus, ça prend, on va dire, une dimension qui est beaucoup plus axée sur le moral, sur le social aussi, on va être clair, et qui fait que ça pose un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on s'y intéresse pas. Il y a énormément, et ça vous le savez tous, de stratégies, de moyens, d'outils développés dans le cadre de la qualité de vie et des conditions de travail. Bien sûr, les risques psychosociaux restent un centre très important névralgique d'études, de recherche, de mise en action, etc. C'est vraiment un énorme sujet. On sait que beaucoup d'entreprises vraiment focalisent sur ce sujet. Moi, je travaille avec des gros clients, des grands comptes qui ont vraiment dans leur travail, et d'ailleurs c'est une obligation, vraiment une recherche sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie, etc. Mais c'est vrai aussi, et ça on l'observe, que l'impact est encore un peu limité, en tout cas certainement pas suffisant par rapport à ces chiffres qui continuent à dégringoler. Et puis, c'est vrai que c'est un secteur, jusqu'à maintenant, qui est très, très géré par la médecine du travail, et pour cause, les psychologues, les RH et les CSE, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que très souvent, moi j'ai remarqué, c'est assez récent que les coachs soient associés à ce genre de politique et de stratégie au sein de l'entreprise. On va envoyer la personne voir le médecin du travail, on va envoyer la personne voir le psychologue. Le coach, ça va pas encore de soi. Et pourtant, on a un vrai rôle à jouer. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que je pense qu'on a un rôle de plus en plus grand, de plus en plus plébiscité et reconnu dans les entreprises. Par contre, il faut remplir ce rôle proprement et avec éthique. Et c'est ça aussi ce dont je voulais vous parler ce soir. D'autant plus que, et d'ailleurs, si je me rappelle, Yotis, je vous ai proposé ce thème à peu près juste après ces polémiques. Il s'avère que il y a eu toute une étude, tout un rapport fait par la Direction générale de la répression des fraudes pour synthétiser le titre qui est très long. Et en 2021 et 2022, sur justement ce fameux coaching santé bien-être,
Après, il y avait une volonté aussi de trouver les failles, hein, clairement. Cependant, l'étude, enfin en tout cas les rapports et les résultats sont un peu attristants pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'à peu près 80% des structures visées avaient présenté des anomalies. Alors, quel type d'anomalie? Des personnes qui n'avaient aucune certification, de rien, ni de coaching, ni d'autres types de démarches ou d'accompagnement. Des personnes qui n'étaient pas très claires, ni sur l'approche qu'ils proposaient aux personnes, ni sur leur tarification, par exemple. Bref, ils ont un peu ouvert cette boîte en disant, bah, écoutez, oui, mais finalement, ce coaching santé bien-être, on est quand même des fois un petit peu sur une limite en termes éthiques. Et c'est vrai, bah, comme dans notre métier d'ailleurs, et c'est pour ça que ICF existe aussi, c'est pour lui donner cette rigueur, cette éthique, etc. C'est vrai que malheureusement, comme vous le savez, il y a des personnes qui se sont improvisées dans ce monde-là. Moi, je lutte là-dessus parce que je pense encore une fois, c'est ce que je vous disais, que les coachs, on a un vrai rôle sur ces thèmes-là, vraiment, et notamment ceux d'entre nous qui travaillons en entreprise, et je vais vous expliquer pourquoi on a un vrai rôle à jouer. Par contre, il faut encore une fois le faire bien, le faire voilà, avec les bonnes démarches, la bonne approche, l'éthique et les outils qui vont avec, parce que c'est ça qui nous permettra, comme le coaching professionnel aujourd'hui, d'être connu et d'être demandé dans les organisations. Voilà, ça, je pense que c'est quand même un élément important. Alors, quand même qu'on soit tous un peu sur la même page. Je vous parle de santé, je vous parle de bien-être. Rapidement, je vous partage les définitions. Alors, probablement que vous les connaissez, ces définitions. La santé, alors on va pas réinventer la roue, on n'a jamais refait mieux finalement que la définition de l'OMS qui fait encore autorité dans le domaine, considérant qu'il y a des personnes qui ont un peu décliné, etc. Mais en effet, la définition est toujours la même. Hein, donc la santé, l'état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc ce que je trouve intéressant quand même, c'est de bien voir que la santé n'est pas seulement d'être bien physiquement ou même mentalement, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect social. Et donc, être en santé n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en très, très haut stress, qui, par exemple, a du mal à dormir, a des troubles du sommeil ou est en isolement total au niveau de son équipe ou de son organisation, on va considérer qu'il n'est pas en santé. Voilà. Ça, déjà, c'est quand même un élément important à garder à l'esprit. Et puis, il y a aussi à l'histoire du bien-être. Hein. Moi, j'associe toujours les deux, clairement. Et le bien-être, ça va être un peu plus en termes de ressenti et de sentiment que va avoir la personne. Et quand on travaille sur le bien-être, notre rôle, c'est vraiment d'aider la personne à développer un mode de vie plus équilibré, plus épanouissant, dans lequel la personne va se sentir bien dans sa peau, en bonne santé, selon bien sûr la définition que vous voyez là de l'OMS, et qui a une énergie abondante avec le sentiment de mener une vie riche et pleine de sens. Vous voyez, il y a énormément d'éléments là-dedans. Il y a la notion du sens et on sait qu'aujourd'hui, c'est un énorme sujet dans tous les strates de la société et dans le monde d'ailleurs. On sait aussi que le fait de se sentir équilibré, épanoui, c'est un vrai enjeu. Bref, on voit bien que la notion du wellness, en parallèle de la santé, c'est vraiment sur cette notion d'équilibre et de ressenti, d'épanouissement et d'être bien dans sa peau, en fait. D'accord ? Alors, moi, j'aimerais bien quand même, déjà par rapport à ces définitions, dans ces définitions de santé bien-être que l'on vient de voir, je serais curieuse de voir là, dans les personnes qui sont là ce soir, dans vos coachings professionnels. Alors là, je ne parle pas des gens qui feraient que du life coaching où forcément vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir peut-être plus sur ce type de thématique. Mais pour les personnes qui ici, tout comme moi et comme beaucoup de coachs professionnels, sont en entreprise, enfin travaillent en organisation, accompagnent des managers, des dirigeants, des collaborateurs, parfois des experts, sur des problématiques assez professionnelles, type management, communication, des situations de crise, de transformation, de performance. Combien d'entre vous, dans ces échanges et dans ces séances de coaching, tombent nez à nez, si je puis dire, avec on va dire, une thématique bien-être santé, donc bien-être physique, psychique des clients. Combien de fois ça se passe, combien de fois vos clients, même si vous êtes sur un autre thème, vous posent sur la table, dans vos séances, des problématiques liées à leur bien-être, à leur santé physique et psychique. D'accord ? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fréquence. Alors, c'est à la louche, on n'est pas dans une science exacte, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est systématique ? Est-ce que c'est très souvent ? Est-ce que c'est régulièrement ?
Est-ce que oui, de temps en temps, ou est-ce que jamais en entreprise, vous avez eu ce type de sujet qui a été amené par le client alors que l'objectif était tout autre? Yotis, je peux me permettre de te demander de lancer le premier sondage? Voilà, c'est lancé. Dans vos coachings professionnels en organisation, les problématiques autour de la santé et du bien-être physique comme psychique de vos clients s'invitent avec quelle fréquence dans vos séances? Jamais, parfois, régulièrement, très souvent, systématiquement. Je suis curieuse de découvrir les réponses. Et voilà, donc je vais arrêter le sondage maintenant. Nous sommes à 70% et voici les résultats avec 35% régulièrement, 32% très souvent, 22% parfois, 11% systématiquement et 0% jamais. Voilà les résultats. Très bien, merci, merci Yotis, merci à tous pour vos réponses. Alors, vous voyez, c'est quand même très intéressant. Au-delà du fait qu'on voit bien qu'il y a une répartition entre le parfois, régulièrement, très souvent, systématiquement, ce qui est intéressant pour nous quand même, un des indicateurs, c'est qu'en fait, ça ne vous a, enfin, c'est jamais que ça ne s'invite pas en fait. Donc c'est quand même un indicateur, je trouve, très marquant de savoir que finalement, quand vous travaillez en entreprise et que vous arrivez sur des problématiques professionnelles, à chaque fois, même si c'est de temps en temps, donc dans le parfois, il y avait quand même un bon nombre dans le parfois, tous, vous avez, pour le coup, à un moment ou à un autre, vous êtes confrontés à des problématiques sur la santé et le bien-être. Voilà. Donc c'est quand même important et c'est là que je pense qu'il est important pour nous tous de considérer ce point. Alors, je sais, et on va un peu le traiter ce soir, certains coachs sont déjà confortables avec ce type de problématique et vont être outillés peut-être même par rapport à ça. Il y en a comme moi qui vont être certifiés sur la santé et le bien-être. Et puis pour d'autres, ça peut être un peu déconcertant ou des fois ils sont un petit peu embêtés ou dérangés d'aller sur ces thématiques-là sans trop savoir comment les prendre. Mais en tout cas, on a un vrai rôle à jouer. Et moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est de rebondir sur vraiment les atouts d'un coach. Déjà, vous avez vu tout à l'heure, on a dit que dans le rapport là, mondial Indeed, 73% des personnes disaient ne pas oser dire qu'il y avait beaucoup de stress ou qu'ils étaient en souffrance ou qu'ils étaient un peu en pré-burnout, si on peut dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, déjà, le gros atout qu'on a, c'est que quand on nous envoie quelqu'un sur le management ou la performance, etc., comme dans les séances de coaching, le sujet va s'inviter. Alors, ça peut être des choses très variées. En effet, la gestion du stress, l'équilibre vie pro, vie perso, par exemple, la problématique du sens. Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent s'inviter autour de la santé et du bien-être. Du coup, le coaching va être l'endroit, le lieu où les personnes vont enfin oser dire, faire émerger leurs problématiques. Donc déjà, ça, c'est quand même un atout et c'est pour l'entreprise quand même un bon système, en fait, finalement, de veille et de comprendre où ça se situe. Il faut savoir aussi, et ça, je pense que ça va vous parler, que parfois le coach fait, entre guillemets, je dis entre guillemets, moins peur que le psychologue. Dans quel sens je dis ça? Il y a certaines entreprises où si on ose dire au manager ou à quelqu'un, un expert, une personne, un professionnel, écoute, il faudrait quand même aller voir le psychologue de l'entreprise ou que le médecin du travail dit il faudrait voir le psychologue parce que là, vous n'allez pas bien, bien évidemment que très souvent, le message est mal reçu pour beaucoup. D'accord. Et c'est vrai que des fois, moi, je le vois particulièrement dans certains secteurs. Moi, comme vous l'a dit Yotis en entrée, je travaille beaucoup avec les humanitaires. Typiquement, les humanitaires, parce qu'il y a un côté un peu de on n'a pas le temps de s'écouter, le coach, ça va. Voilà, alors c'est un peu une croyance, hein, clairement, mais le coach, ça va un petit peu plus leur parler finalement que le psychologue. En tout cas, ça va leur faire moins peur en première intention. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis, c'est vrai que le coach aussi, ou le coaching, il y a un début, une fin. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu du type, bon, je vais commencer ce coaching, ça va m'aider, moi, à aller mieux et à progresser. Et puis, il y a la fin du tunnel, en fait. Il peut y avoir la lumière à la fin du tunnel. Parce que, en effet, comme vous le savez tous, hein, le coaching, c'est quand même assez pratico-pratique et il y a un début, il y a une fin, il y a des objectifs qu'on atteint. Et c'est vrai que très souvent, sur ces problématiques-là, ça peut rassurer et ça peut être extrêmement dynamisant pour les personnes. Et en plus,
comme nous, on est orienté très sur la conscientisation, là je vous dirais qu'en thérapie aussi, pour le coup, mais aussi très en action, c'est vrai que les personnes, du coup, voient tout de suite comment elles vont pouvoir transformer, puiser les ressources et transformer pour aller de l'avant. Et pour beaucoup de profils, c'est vraiment voilà, ce qu'ils préfèrent avoir. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas rare en tant que coach qu'on ait, je pense que ça va vous parler pour certains, des personnes qui viennent alors qu'elles ont eu, par exemple, des burn-out, des épuisements, des problématiques vraiment de santé physique ou psychique, et qui, une fois qu'elles ont été prises en charge médicalement, thérapeutiquement, ont le souci d'aller voir un coach ou d'être accompagnées pour s'intéresser maintenant à où elles en sont aujourd'hui, comment elles vont pouvoir faire levier sur ce qu'elles viennent de vivre pour aller vers l'avenir et pour être dans une projection positive. Parce que ça, c'est vraiment aussi un de nos atouts et un de nos rôles en tant que coach, c'est vraiment d'être sur comment je mobilise les ressources, comment j'aide mon client à conscientiser déjà ce qui est à l'œuvre, parce que vous allez voir, c'est pas toujours simple sur la santé et le bien-être, l'aider à mobiliser ses ressources, à se responsabiliser et à faire en sorte que par ses actions, il va devenir autonome. Donc, on est quand même sur des processus pérennes. Donc, même pour les entreprises, et excusez-moi de le dire, c'est un vilain mot, mais c'est quand même une réalité. Vous le savez aujourd'hui que j'en ai pas parlé dans les chiffres, mais la santé et le bien-être coûtent aussi très cher aux entreprises en termes d'absentéisme, de turnover, etc., de prise en charge, de tout ce qui va être aussi pour faire céder pour terminer les contrats, etc. Ça leur coûte très très cher, même en termes de productivité. Et c'est vrai que quelque part d'être sur des approches qui sont assez responsabilisantes et qui autonomisent les personnes pour pérenniser des bons comportements positifs par rapport à la santé bien-être, c'est quand même quelque part un vrai bénéfice pour le coup. Et puis, un autre point, parce que moi, attention, et c'est là-dessus que je vais être très claire avec vous sur mon approche de la santé et du bien-être, c'est que je pense qu'il faut absolument pas, et c'est surtout pas le but, que la santé et le bien-être soient, comment dire, des substituts au reste. On est d'accord, le coach santé bien-être, il vient en complément, il est complémentaire aux autres types d'approches, parce que nous le verrons aussi dans les différentes phases. Il y a des phases d'ailleurs où même le coach n'a pas un grand rôle à jouer parce que c'est pas sa place. Et que du coup, on peut arriver à faire un très bon travail en complémentarité. D'ailleurs, je suis sûre parmi vous, beaucoup d'entre vous ont des clients qui sont en double accompagnement avec un psy et vous en tant que coach. Et moi, alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore parce que je trouve que c'est d'une puissance extraordinaire, mais extraordinaire. Ça apporte énormément à la personne accompagnée. Voilà. Donc pour moi, c'est très complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est très complémentaire. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un rôle très très important et très central à jouer que l'on peut se permettre de revendiquer, je trouve. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait nous différencier d'un coach classique, si je puis dire? Alors attention, moi je me revendique comme coach professionnel, classique, parce que je ne coach pas que sur la santé et le bien-être. Mais c'est vrai que j'ai eu ce plaisir d'être certifiée, d'avoir cette formation qui m'a énormément inspirée, qui m'a appris beaucoup de choses. Je pense qu'un coach en santé bien-être, il a, bon, déjà être certifié coach, ça c'est une base. Voire s'il peut être certifié coach santé bien-être spécialisé, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que sur ces problématiques-là, on a quand même besoin d'être outillé sur certains aspects, d'accord? Il y a vraiment des compétences que l'on va développer, il y a des modèles qu'on appelle les modèles wellness, il y a des outils qui vont être un petit peu particuliers, même dans la façon de mener une séance, on va être sur des choses un petit peu différentes. Par exemple, l'entretien motivationnel va être assez central, par exemple. On a une approche en santé bien-être très holistique avec les 7 dimensions, donc le physique, l'émotionnel, le social, le professionnel dans le sens travail, l'activité professionnelle, le spirituel et l'environnemental. Et tout ça, cette approche fait que du coup, les séances vont avoir une certaine configuration. Un coach wellness, c'est aussi un coach, alors vous me direz comme beaucoup de coachs, qui est là pour aider le client à faire ses changements positifs, toujours avec comme point central la santé, le bien-être et donc son épanouissement entier, d'accord? Et d'être dans la partie conscientisation et passage à l'action. Pourquoi j'insiste, et je sais, désolée, je répète ça un peu en boucle depuis le début de l'atelier, pourquoi je parle d'éthique systématiquement? C'est parce que je pense qu'il faut savoir donc reconnaître ses limites, on va en reparler,
Et puis, je sais que parmi vous, et c'est le cas d'ailleurs de certains coachs qui s'occupent de ces problématiques-là, vous avez développé d'autres cordes à votre arc. Coach, d'ailleurs, moi j'ai des coachs dans mon équipe psychologue, ça c'est tout à fait possible et envisageable. Des coachs qui sont sophrologues, par exemple, des coachs hypnothérapeutes ou qui font de l'EMDR. Enfin voilà, on va développer, beaucoup de coachs vont essayer de développer d'autres approches, d'accord, dans leur pratique, qui sont des approches pas du tout coaching pour le coup, mais qui peuvent être très complémentaires. Et là où je parle d'éthique et de positionnement, c'est que pour moi, ça n'est pas le problème de dire que j'ai ces deux casquettes. La seule chose, c'est que vous soyez clair sur quand vous êtes dans une casquette, avec une casquette, et quand vous êtes dans l'autre casquette, et de ne pas mélanger les genres sans être clair sur le contrat de coaching avec vos clients et sur ce dont il a besoin à ce moment-là. Qu'est-ce que lui, il attend, de quoi il a besoin. Voilà. Là où ça me pose plus de problèmes, c'est quand on fait un peu une espèce de cuisine mixée, que le contrat de coaching n'est pas clair, que des fois on va donner une approche à la place du coaching, alors que peut-être que le client va plutôt avoir besoin de trouver ses propres ressources et de trouver un plan d'action pour atteindre son objectif. C'est d'être clair par rapport à sa pratique. C'est très complémentaire. On peut être un très bon coach santé bien-être en étant dans la bonne position de coach, donc toujours en privilégiant, comme je disais, la notion de conscientisation, d'objectif et d'action au final, et même en ayant d'autres cordes à notre arc que l'on va pouvoir éventuellement mettre à disposition du client, mais toujours avec transparence, honnêteté de quoi vous avez besoin là maintenant, et voilà moi ce que j'ai aussi comme on va dire, outil ou approche autre. Est-ce que c'est ça? Voilà, est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Et donc, d'être très clair là-dessus. Voilà, pour moi, ça, c'est un des points déjà au niveau de la santé bien-être. Et puis, bien évidemment, ça ne veut pas dire clairement que si vous êtes coach, on va dire classique, si je puis dire, certifié, comme beaucoup d'entre nous, ça ne veut pas dire que quand un sujet santé autour de la santé du bien-être arrive, vous n'êtes pas du tout outillé, que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir. Ça, pour moi, bien évidemment, tout coach peut adresser certaines problématiques. Par contre, voilà, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez, dans votre méthode, c'est vrai qu'en santé bien-être, il y a un moment, il va falloir comme donner un peu plus d'input aux clients pour peut-être avoir certaines compréhensions de l'impact, parce que des fois, ils sous-estiment ou ils ne sont pas conscients de l'impact de certains comportements sur leur santé, leur bien-être. Et donc là, c'est vrai que le coach, il faut qu'il ait un petit peu de connaissances sur certains éléments, parce que ça peut être aidant. Alors moi, j'aimerais bien, deuxième sondage, tu vois, Yotis, je vais encore te solliciter, si ça va toujours pour toi. En tant que coach professionnel, parce que vous êtes tous avec des backgrounds différents, des choses différentes, est-ce que vous vous sentez, vous, justement, puisqu'on voit qu'aucun d'entre vous, enfin que jamais ça n'arrive qu'il n'y ait pas de sujet, même un petit sujet sur la santé et le bien-être, est-ce que vous vous sentez assez équipé, légitime d'intervenir sur ces problématiques? C'est-à-dire quand le sujet s'invite en séance, voilà, est-ce que vous dites oui, pas de problème pour moi? Est-ce que non, je vais essayer de le référer à quelqu'un d'autre ou je vais peut-être l'inviter à se rapprocher de CRH ou du service qui va gérer ça? Ou pour le moment, je ne me suis jamais trop posé la question, donc je ne sais pas. Voilà. On prend une minute, Yotis, c'est OK pour toi de lancer ce deuxième sondage? Et c'est parti pour le deuxième sondage, c'est lancé. Donc, en tant que coach professionnel, vous sentez-vous assez équipé, légitime d'intervenir sur des problématiques de santé et bien-être en organisation? Oui, non, je ne sais pas. Et donc, voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Avec 80%, voici la fin du sondage, voici les résultats. 54% oui, 23% non et 23% je ne sais pas. Ah, écoute, c'est intéressant. Tu vois, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de oui pour le coup. Voilà, très bien, intéressant. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est intéressant parce que ce que je venais juste de dire à Yotis, c'est que je pensais que vous seriez plus nombreux à répondre oui, mais voyons, on sent que c'est bien séparé. Alors, le je ne sais pas, j'imagine que les personnes, je crois que c'est 23% si je ne dis pas de bêtises, peut-être que ça ne s'est pas encore vraiment présenté ou peut-être que vous n'êtes pas posé la question en ces termes. Donc, c'est intéressant aussi de mettre un point de vigilance et de conscientiser ça. Je trouve que c'est plutôt une démarche intéressante à partir de ce soir, en tout cas de se dire tiens, comment je me sens. Et non, intéressant. Alors, on va y revenir parce que c'est quand même important, parce que le non peut être pour certains d'entre vous
va peut-être être lié au fait que, voilà, en fonction de certains sujets, il y a peut-être des sujets où je me sens ni légitime ni équipée. Et là, pour le coup, on va clarifier ça ensemble dans quelques minutes. Vous avez raison. Il y a, selon moi, des sujets ou des moments santé bien-être dans la vie du client où, très honnêtement, en tant que coach, il faut qu'on passe la main. Voilà. Là, et alors là, c'est encore une fois être éthique et connaître ses propres limites. Donc, on va en parler. Donc, peut-être aussi que les personnes qui ont répondu non, c'était avec à l'esprit ce genre de choses. Puis après, je sais aussi que dans les oui, il y a certainement parmi vous des personnes qui ont, comme je disais tout à l'heure, d'autres casquettes. Alors, je sais qu'il y a aussi des étudiants à nous du master santé bien-être. Donc, peut-être aussi que du coup, par la force des choses, vous vous sentez équipé, légitime. Mais voilà, donc c'est vrai que ça va être intéressant d'aller voir. Et je vais vous demander là, par rapport à ce que je vais vous présenter, d'avoir cette question dans l'esprit et puis peut-être d'y penser sous cet angle-là. Donc, par rapport à notre intervention, du coup, où est-ce que l'on intervient, où est-ce qu'on intervient moins, voilà, je pense que c'est aussi important de clarifier cet aspect-là. Alors, tout d'abord, et je vous l'ai mis à gauche, je pense qu'en tant que coach santé bien-être, on peut intervenir sur 3 niveaux dans l'organisation. Bien sûr, dans le coaching individuel, ça va de soi, et d'ailleurs, souvent, les sujets s'invitent sans qu'on les ait forcément, sans qu'on ait vraiment ouvert la porte. Je pense qu'on peut aussi adresser des sujets wellness santé dans le cadre d'équipe et dans le coaching d'équipe, bien sûr, parce qu'il y a des équipes qui vont mal, il y a des équipes qui sont en souffrance, il y a des équipes où il se passe des choses compliquées, de harcèlement, de mise à l'écart, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des équipes qui sont en tension parce que encore une fois, on leur a mis une pression et du coup, voilà. Donc, je pense que on a un rôle aussi à jouer dans le coaching d'équipe en santé bien-être. Et puis au sein de l'organisation aussi, de façon plus large, plus grande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a énormément bien sûr de projets, de mise en œuvre sur tout ce qui va être les risques psychosociaux, comment on les anticipe, comment on les prévoit, comment on met en place un certain nombre de politiques pour, dans l'organisation, avoir des systèmes d'alerte. Je pense notamment aujourd'hui, comme vous le savez, à tout ce qui va être le système de référencement pour harcèlement, parce que c'est un gros sujet aujourd'hui aussi en entreprise. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on adresse beaucoup aussi dans nos formations sur voilà comment un coach peut intervenir pour peut-être conseiller. Alors, je pense à un coach organisation, il y en a parmi vous, j'en suis sûre. Comment vous pouvez intervenir pour accompagner une organisation à repenser ses schémas, à repenser la situation. Donc, ça peut tout à fait se faire à ce niveau-là. Et là, encore une fois, en tant que coach, je pense qu'on peut avoir une plus-value, une valeur ajoutée là-dessus, surtout quand on est spécialisé dans l'organisationnel. Après, dans les 3 étapes, alors j'ai repris ce qu'on utilise dans l'Organisation internationale du travail, l'OIT, le niveau primaire, secondaire, tertiaire. Le primaire étant tout ce qui va être les mesures ou les problématiques avant et d'identification des problèmes, c'est-à-dire dans toute la partie prévention, bien évidemment. Pour moi, je trouve qu'en coaching, que ce soit individuel, d'équipe ou d'organisation, on a un très gros rôle à jouer à cet endroit-là, c'est-à-dire d'aider les clients à conscientiser, d'aider l'organisation à conscientiser aussi peut-être qu'il y a des vrais sujets très concrets de santé et de bien-être. On peut aussi prévenir, ça nous est tous arrivé d'avoir un client qui arrive, qui est complètement épuisé, mais épuisé, qui a des réflexes, qui va partager avec vous certaines phrases du type « Oh, de toute façon, je m'en fous, c'est vraiment tous des imbéciles » ou qui va vous dire « Mais non, mais ça va aller, dans une semaine, tout va être réglé, ça va aller beaucoup mieux, c'est un moment de mon truc. » Qui sont tous des petits warnings pour nous. Ling, 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 ling. Tiens, il peut y avoir un épuisement, voire un burn-out. Pas tout de suite, mais en tout cas, la personne, elle est sur une voie très dangereuse. Et donc ça, le coach peut tout à fait, à partir du moment où il est encore une fois un peu outillé, bien sûr, mais il peut tout à fait avoir des warnings et par son questionnement, aider le client à prendre conscience, à anticiper le fait que là, peut-être qu'il va falloir débrancher le système parce qu'il est en surchauffe, par exemple. Vous voyez, tout simplement. Je vais partager avec vous un truc amusant qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Dans une grosse entreprise que j'accompagne avec une partie de l'équipe de coaching associate, on adresse toutes les problématiques sur le stress.
Et on a donc un joli espace sur notre plateforme avec des tests, des questionnaires, des outils pour ça. Et en fait, on a fait remplir les questionnaires et les tests à tous les managers qui sont des managers assez intermédiaires, assez jeunes, sur le stress. Et donc, il y a 2 questionnaires. Un premier qui est: est-ce que vous êtes en stress? Donc, il y a un certain nombre de questions. Et est-ce que, du coup, vous êtes source de stress pour les autres? Et là, quand on voit les résultats, tout est nickel, il n'y a pas de sujet, non, ils n'ont pas de stress, ils ne sont pas source de stress pour leurs équipes et tout ça. Et puis dans le deuxième questionnaire, qui est plus sur de cliquer les symptômes du stress, là, tous ont à peu près sur les symptômes, notamment physiques et psychiques, ils vont en remplir 10 ou 15 sur 20, voilà, ou 30, non, 25, pardon. C'est quand même très intéressant. Donc, vous voyez bien le décalage. C'est-à-dire que tout d'un coup, eux, quand on leur dit: est-ce que vous êtes en stress? Non, non. Non, non, pas du tout. Et en même temps, ils vont dire qu'ils ont des troubles de sommeil, qu'ils ont des douleurs au niveau du cou, enfin, voilà, ils vont cocher beaucoup de cases qui vont montrer qu'il y a quand même un sujet. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important sur beaucoup de problématiques, et notamment les problématiques plus psychiques que physiques. On se rend compte qu'il y a des fois, très souvent d'ailleurs, même des dénis. Donc, le coach, là, dans son questionnement, dans sa façon de saisir un peu en mode écoute double, où les mots, les phrases, et comme vous le savez, on peut revenir à nos compétences ICF, que l'écoute, c'est aussi être capable d'écouter ce qui n'est pas dit, d'accord, et de pouvoir le poser avec le client sur la table. Et c'est vrai que en anticipation, en identification, en tout cas d'aider le client à identifier peut-être des sujets qu'il aurait tendance ou à minimiser ou carrément pas à voir autour de la santé et du bien-être, ça peut être une bonne chose. Alors, je vous dis pas de dire à votre client: ah, dis donc, mais là, t'es pas loin du burn-out, hein, on est d'accord? C'est pas la méthode, surtout pas d'ailleurs. Parce que j'ai un client qui m'a rapporté ça, que sa thérapeute a dit: oh là là, vous êtes dans le burn-out. Donc, parce que ça, c'est très anxiogène, en fait, ça fait augmenter du coup le stress, donc c'est pas tellement utile. Mais rien qu'en faisant un questionnement, en utilisant toute votre batterie d'outils, de méthodes du coach, vous allez aider le client déjà à mettre le doigt sur des choses et peut-être oser se dire: tiens, là, ouais, là j'ai un épuisement, ou là j'ai une perte de sens, ou là c'est problématique ma relation avec telle personne et ça m'impacte énormément, en fait, beaucoup plus que je ne pensais, etc. Donc aider dans la phase primaire, ça c'est évident, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. D'accord. Et moi, ça m'est arrivé, pour tout vous dire, d'avoir des clients qui n'étaient pas au burn-out encore, hein, parce que le burn-out, quand c'est vraiment le mur, c'est encore autre chose, mais qui étaient en train d'y aller tranquillement. Et dans le travail qu'on a fait, mon travail a été vraiment beaucoup de les aider à prendre conscience que là, fallait absolument refroidir le système. Et voilà. Et là, ça a été mon rôle un petit peu aussi. Voilà. Mais vous allez voir, avec certaines limites, bien sûr. La partie secondaire, c'est tout ce qui va être vraiment la mise en œuvre des actions. Voilà, le développement des compétences dans ce domaine, améliorer les changements avec, enfin voilà, et faire du changement avec des comportements adéquats. Et là, pareil, on a un rôle à jouer. On peut à la fois, par nos questionnements, aider les clients à trouver leurs ressources, par nos questionnements, aider l'organisation à trouver vraiment des ressources adéquates à ce que vivent vraiment concrètement les équipes. Donc ça, c'est tout à fait un travail qu'on peut faire. Avec nos clients en individuel, ça va être de les aider à identifier des actions et à se mettre vraiment dans un engagement pour les mettre en place, avec à chaque fois un retour dans les séances où on va, par exemple, faire un point et un réajustement sur ces actions santé. Je pense à un des sujets qui revient souvent sur le wellness, moi, que j'adresse souvent, c'est que nous, on enseigne aussi sur comment j'aide un client, par exemple, à reprendre une activité physique durable. Gros sujet. Parce que souvent, les gens, ils se remettent à faire quelque chose, puis ils laissent tomber. Typiquement, dans ce type de coaching santé-bien-être, on peut aider, dans la partie secondaire, le client à identifier des choses avec le bon pourquoi pour faire ce genre d'activité physique et de l'aider dans la durée, hein, pour le coup. Voilà, ça, c'est typiquement des actions que l'on peut aider, accompagner et aider donc le client à trouver les ressources. Voilà, ça, c'est, voilà. Ça peut être aussi lié à l'équilibre vie pro, vie perso, hein, ça, on le sait que c'est souvent un sujet qui s'invite. Bref, au niveau secondaire, on a vraiment beaucoup de choses que l'on peut adresser en fonction, bien sûr, des problématiques, hein. On reste toujours en ciblant, en faisant du sur-mesure sur les problématiques du client. Et puis après, ce qu'appelle l'OIT la partie tertiaire, les mesures tertiaires, c'est tout ce qui va être vraiment dans la crise. Je vous l'ai mis au bout de la flèche, là, un peu en jaune, enfin en orange pétante.
c'est là quand la personne est vraiment au fait de la crise. Donc quelqu'un qui tout d'un coup pète les plombs, est épuisé, veut se mettre en arrêt, quelqu'un qui va faire une crise par exemple dans l'entreprise parce qu'à un moment elle gère plus ses émotions. Ça peut être beaucoup de choses, hein, la crise, le système. Voilà. Alors là, j'aurais tendance à dire notre rôle pour le coup, ça va être alors. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter ça, mais des fois, c'est pas possible. L'idée dans le tertiaire, c'est bien sûr d'être vigilant. On peut avoir un rôle d'alerte, si nécessaire, ça vous le savez, quand la personne est vraiment en danger et que la personne, par exemple, je pense à des situations de harcèlement, par exemple, très fortes, et la personne va vous répéter ce qu'elle vit, ce qu'elle exprime, en vous disant toujours non, 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 je peux rien faire, voilà, parce que vous savez comme moi que les victimes de harcèlement sont en général ont beaucoup de mal à déjà le voir que c'est du harcèlement et en plus à prendre une action. Ça va être bien sûr de l'accompagner au mieux pour qu'il ait le courage de parler et d'essayer de régler la situation. Et toutefois, si c'était vraiment pas possible, c'est de l'accompagner là-dedans et d'être nous aussi alerte. Hein, bien sûr, là, je parle de choses extrêmes, je parle de gens en épuisement, hein, avant qu'ils se prennent le mur, etc. On peut avoir un devoir d'alerte, mais surtout dans le tertiaire, là où je pense qu'on a un vrai rôle, c'est de dire, OK, à ce stade, moi, en tant que coach, je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus précisément. Par contre, il faut absolument renvoyer les clients vers des approches complémentaires, médicales, bien sûr, cela va de soi, mais aussi thérapeutiques. Hein. Après, voilà, il peut y avoir plein de cas différents, mais on va être clair, dans le tertiaire, on a un vrai rôle d'aiguillonnage, de dire, voilà, là, voilà. Pour moi, et c'est pour ça que je vous ai mis tout en haut la post-crise, pour moi, je pense que dans cette phase tertiaire qui est un peu la phase dure, la phase aiguë, je pense qu'on n'a pas un grand rôle à jouer, très honnêtement, parce qu'on n'est plus vraiment dans du coaching, on n'est plus dans de la responsabilisation, de mobilisation de ressources, je parle vraiment de phase aiguë, de mobilisation de ressources pour aller vers l'avenir. La personne là, à ce moment-là, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin de se stopper, elle a besoin de se mettre en mode repli et elle a des gens qui vont très bien l'accompagner là-dessus et c'est pas forcément le coach. Hein, voilà, c'est clair. Autre, par contre, moment où on peut avoir un rôle, et je vous l'ai cité tout à l'heure en vous disant que moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent, elles ont fait une thérapie, elles ont été accompagnées par le médecin aussi. Le médecin du travail a dit, feu vert, vous allez pouvoir retourner travailler. Or, la personne reste un peu fragile, inquiète, bancale, inquiète de se dire, tiens, mais comment je vais franchir le pas, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que le coach peut avoir vraiment un rôle pour aider la personne à retourner à l'emploi, que ce soit l'emploi d'avant ou un autre, peut-être aussi quelque chose de très différent. Quelque chose aussi pour se reconstruire, alors pas se reconstruire d'un point de vue purement médical, mais peut-être se reconstruire pour retrouver du sens dans les choses, pour avoir envie de se projeter sur des projets, etc. à son rythme. Et là, on est bien d'accord, on a dépassé la phase aiguë. Donc, vous voyez, on peut avoir, nous, des rôles hein, dans ce process, dans cette approche, à différents moments. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on soit clair sur ce que l'on prend ou pas. Et je pense qu'il faut, pour être vraiment dans la bonne posture, et c'est important pour nous tous cette bonne posture, hein, parce que comme vous le savez, c'est parce qu'on a tous maintenant pris des bonnes postures dans le monde du travail, mais aussi dans le life coaching, qu'aujourd'hui notre métier est quand même reconnu, plus reconnu qu'il y a quelques années, voilà, on est légitime dans notre action, que de plus en plus d'entreprises font appel à nous. Donc c'est pareil pour la santé et le bien-être. Il faut savoir reconnaître ses limites. Il faut savoir dire que là mon client il est dans la phase dure, je ne vais pas moi pouvoir l'accompagner dans le coaching. Par contre, je vais lui suggérer, voire carrément lui demander d'aller voir le médecin du travail, un psychothérapeute, un psychiatre, enfin tout ce qui va lui être utile. Voilà. Et c'est ça pour moi du coup de rester éthique par rapport à ça. Il faut aussi, quand on est coach santé bien-être, encourager cette complémentarité, c'est-à-dire que c'est pas nous contre les autres, hein, c'est pas nous ou les autres, c'est nous et les autres. Alors, je vous cacherai pas tout à fait entre nous que ça peut arriver que dans le monde du travail, on soit un peu peut-être méfiant ou inquiet sur les approches coaching, mais plus nous on va montrer aussi qu'on est éthique et qu'il y a des choses sur lesquelles on est clair que c'est pas notre rôle et qu'on n'est pas outillé, plus bien évidemment on va inspirer confiance et ça va devenir légitime. C'est déjà le cas, hein, mais voilà. Mais bon, il faut quand même rester vigilant là-dessus selon moi.
Et puis enfin, bah, c'est focaliser sur ce qu'on fait de mieux, hein, sur la conscientisation, sur la mise en mouvement, sur la pérennisation des projets avec cette projection vers l'avenir, vers ce qui est positif. C'est pour ça que c'est important parce que nous, on peut intervenir vraiment dans le post-crise, par exemple. On peut vraiment avoir un joli rôle à jouer là. Et puis avant aussi pour éviter voilà, la crise. Pour moi, c'est vraiment les deux moments phares où le coach doit intervenir. Le dernier, on va dire, point que je voulais vraiment mettre en avant avec vous ce soir, c'est aussi les thèmes, parce que ça couvre plein de choses, la santé et le bien-être. Alors, désolé pour nos amis suisses, les amis du Maghreb, belges, etc. C'est l'ANACT, mais il y a aussi au niveau, par exemple, européen, il y a une vraie entité qui s'appelle EU-ECHA, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus le deuxième terme, mais c'est ça. Bref, en tout cas, il y a des recensements, et dans les risques psychosociaux, c'est très vrai, de quelles sont les tensions principales que l'on retrouve dans les organisations, dans le travail, et qu'est-ce que l'on retrouve comme problématique santé-bien-être. Je pense que c'est intéressant aussi de les avoir à l'esprit en tant que coach pour savoir, ben voilà ce qui peut m'arriver, voilà ce que je vais croiser, etc. Puis moi, je me permettrai de partager avec vous mon expérience personnelle. Moi, ce que je vois le plus aujourd'hui, ça serait intéressant d'ailleurs, je serais très ouverte d'avoir vos retours à vous par rapport à ça. Donc, les 5 grandes tensions que l'on ressent, c'est des grandes familles, hein, donc dedans il y a beaucoup de choses, bien sûr. Il y a les tensions qui sont liées à l'organisation du travail, hein, donc c'est évident que, et ça revient systématiquement, les personnes qui vont dire je ne sais pas ce qu'on attend de moi, mon rôle il n'est pas clair, ma fiche de poste c'est ça, mais on m'a demandé de faire plus de choses, ma charge de travail elle est titanesque, c'est-à-dire j'ai une assiette pleine et on m'en remet encore et voilà c'est compliqué. On m'a dit, mon manager il me dit de faire ci, mais en même temps me dit ça, donc je comprends plus trop qu'est-ce qu'ils attendent. Et puis, plus les personnes vont avoir tout ça, plus l'impression d'avoir une autonomie limitée, c'est-à-dire peu de pouvoir d'exprimer leur expertise, leur opinion, de prendre des décisions, plus vous imaginez bien que le mélange, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment pas terrible. Et ça crée bien sûr des problématiques sur la santé et sur le bien-être. Autre gros sujet, tout ce qui va être les tensions relationnelles et managériales, donc les relations difficiles, les conflits, des fois la pression sociale. Moi, j'ai travaillé l'année dernière beaucoup avec tout ce qui était métallurgie et enfin tout le secteur de la métallurgie et j'avais beaucoup de managers qui étaient dans un état très complexe à cause de la pression des syndicats par exemple, qui est très forte, très lourde, des fois violente, brutale. Et c'est vrai que ça, par exemple, la pression, elle était monstrueuse à ce niveau-là. C'est typiquement des choses qu'on retrouve. Alors pas seulement à ce niveau-là, hein, ça peut être aussi une pression parce qu'il y a la pression des chiffres, il y a la pression de l'entreprise qui va pas bien, et donc du coup, on ne sait pas trop. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là. Troisième grand sujet de tension, on va dire, c'est tout ce qui va être lié à l'environnement du travail. Les conditions matérielles, les outils inadaptés. Là, moi, on accompagne, si certains membres de l'équipe sont là, ça va vous faire sourire, on accompagne des équipes, bref, qui travaillent dans les assurances et toutes les personnes disent c'est une catastrophe les tableaux de pilotage, l'informatique, ils galèrent, ils mettent des heures à télécharger des trucs. Bon. Ça leur met bien sûr une pression énorme, des contraintes physiques et psychiques. Je pense avec les flexi-office très à la mode aujourd'hui, et les open space d'ailleurs, tout ça très bien, mais bien évidemment ça a un impact sur les personnes. Voilà, il y a des personnes qui vivent ça très mal déjà, qui ont du mal à retrouver le cocon, même si elles sont 2 à 3 jours par semaine à la maison. Voilà, il y a des personnes aussi qui vivent mal d'être à la maison pour le coup, d'autres qui vivent mal d'être au bureau parce qu'il n'y a plus personne sur les plateaux, ils sont tout seuls. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets qui s'invitent sur l'environnement de travail et qui sont qui est très impactantes. Tout ce qui va être tension liée aux évolutions et au changement. Et Dieu sait que dans le monde qui nous entoure aujourd'hui, il y a ça déjà au niveau sociétal, mais aussi au sein de l'organisation. Donc, toutes ces évolutions, ces changements, une des grosses difficultés, c'est cette problématique d'incertitude. Les gens ne savent plus. Plus on va descendre dans la hiérarchie, moins on va savoir où ça va et ce qu'on attend et ce qui va se passer. Donc, plus c'est anxiogène. Je pense aussi aux réorganisations, à l'introduction de nouvelles choses, nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire. Bref, tout ça fait que, pareil, gros impact sur la santé et le bien-être. Et puis,
le petit dernier, mais qui est loin d'être le plus petit, les tensions éthiques et de valeurs. C'est-à-dire que les gens sont très souvent, enfin moi je l'entends beaucoup, c'est un de mes gros sujets aujourd'hui, sur je suis plus alignée avec les valeurs de mon organisation, j'ai plus de sens dans ce que je fais, ça ne me parle plus. Et pour tout vous dire, même, je vais même pousser le vice plus loin, je travaille beaucoup avec les humanitaires, donc vous imaginez bien qu'on pourrait imaginer que travaillant avec un mandat aussi fort dans des organisations qui font des belles choses, j'étais encore avec un groupe UNICEF cet après-midi qui me posait les choses en disant ça fait plus tellement sens pour moi. Il y a une personne qui l'a posé, ça fait plus sens. Voilà, je vois pas mon utilité. Voilà, donc il y a des vrais questionnements dans toutes les organisations, tous les secteurs. Il y a beaucoup de conflits. En plus, on a aussi des questions générationnelles qui arrivent avec cette importance du sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même des sujets qui reviennent un peu systématiquement. Voilà les 5 grandes tensions. Sachez, et je vous invite à explorer un peu ce qu'il en est parce que beaucoup de pays, notamment francophones d'ailleurs, travaillent sur ces sujets-là. Je pense notamment aux Canadiens qui ont aussi mis en place 13 conditions qui vont impacter la santé et le bien-être. C'est assez intéressant où là, on va retrouver tout ce qu'on voit là, mais de façon plus spécifique, du type l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On va retrouver en effet avoir du sens dans le travail. Il y a un certain nombre de critères et c'est tout à fait intéressant. C'est des outils qui peuvent être très intéressant aussi à s'approprier pour pouvoir éventuellement les utiliser avec les clients et les organisations en mode coaching. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, ça sera notre 3e et dernier sondage. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir, vous, ça se situe où globalement les sujets un peu autour de la santé et le bien-être que vous rencontrez, qui s'invitent dans vos coachings. Alors, j'ai repris les 5, j'espère que vous allez vous en rappeler. Donc, est-ce que vous êtes plus sur des tensions liées à l'organisation du travail, ce qu'on a vu, par respect des fiches de poste, priorités, etc. Est-ce que c'est plutôt des tensions relationnelles et managériales Quand je dis tension managériale, c'est difficulté de relation avec le manager, notamment, ou avec les collaborateurs. Les tensions liées à l'environnement de travail, donc les open space, le fait de travailler peut-être à la maison ou pas à la maison alors que les autres travaillent à la maison, enfin, toutes ces choses sur l'environnement. Tout ce qui va être lié aux évolutions et aux changements, pensez notamment à la notion d'incertitude et tout ce qui va être sur l'éthique, les valeurs, donc le sens, je suis plus alignée. Vous avez possibilité de répondre plusieurs choses. J'ai fait exprès parce que je me suis dit, c'est jamais une catégorie. Alors, cliquez peut-être pas tout parce que sinon on n'aura pas tellement de résultats intéressants, mais voilà, essayez d'identifier les grandes catégories qui reviennent le plus pour vous. Voilà. Yotis, ça va? Tu es toujours avec nous? Ah non? Oui, je suis là. Alors, c'est parti pour le 3e sondage. Alors, donc, la fin de la soirée, bientôt. Stéphanie a déjà présenté donc la question. Vous l'avez compris, vous pouvez répondre à plusieurs possibilités. On vous laisse faire. Vous avez quelques instants. Alors, nous sommes à près de 80%. Voici les résultats. Avec 78% tensions relationnelles et managériales, 53% tensions liées à l'organisation du travail, 51% tensions liées aux évolutions et aux changements. Nous avons 40% tensions éthiques et de valeurs et 17% tensions liées à l'environnement de travail. Très intéressant, merci Yotis. Alors, c'est quand même intéressant de ce que j'entends là. Bon, bien sûr, les tensions relationnelles et managériales, c'est les conflits, les tensions, c'est vraiment. J'ai vu aussi que l'organisation de travail était un gros sujet qui s'invite. Là, pour le coup, c'est assez bien réparti. Vous avez vu quand même. On a un joli mélange, même si on a quand même des grands gagnants qui sont vraiment liés à ce relationnel, l'organisation du travail et puis, il me semble, l'environnement. Éthique et valeurs, c'est 40% pour le moment, mais selon moi, et ça je vous le dis, j'en suis convaincue, ça va aller en croissant, clairement. On va être de plus en plus dans ce genre de problématiques. Je suis sûre que si on refait le webinaire dans une année, on aura des chiffres totalement différents et en tout cas qu'auront vraiment, qui seront plus grands, plus hauts pour cette partie-là, clairement. Alors, du coup, merci à tous. C'est intéressant de voir qu'on retrouve quand même les choses. Alors moi, j'ai voulu vous partager un peu plus
de façon un peu plus spécifique ce que je croise, mes gros sujets du moment, récurrents. Si je vous les mets là, c'est parce qu'ils sont vraiment récurrents, ils s'invitent voilà, régulièrement. Donc bien évidemment, tout ce qui va être la santé mentale, l'épuisement professionnel. Alors j'ai mis le burn, le bore et le burn-out. Bon, je ne sais pas si tout le monde est familier, donc je me permets quand même de le repréciser parce qu'on en a beaucoup parlé, donc, mais peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui ne sont pas tout à fait au clair avec ces trois notions. Bon, le burn-out, ça, vous le savez, c'est l'épuisement hein, et qui fait que voilà, ça grille un peu là-haut. Sachez-le, parce que ce soir, on ne va pas parler du burn-out, mais moi, c'est un sujet qui m'est cher. Sachez-le, c'est pas souvent seulement lié à un épuisement. Hein. Souvent, il y a beaucoup de facteurs hein, qui se joignent à ça. Parce que vous avez des fois des gens qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués soit, mais qui ont beaucoup de sens dans ce qu'ils font, qui ont beaucoup de résultats dans ce qu'ils font, qui ont beaucoup de satisfaction et donc ils seront moins candidats malgré tout au burn-out. Bon, voilà. Mais malgré tout, c'est burn-out, ça grille, hein, d'où le terme anglais. Le bore-out, c'est quand les gens s'ennuient, parce qu'il ne faut pas croire, mais ça arrive aussi que les gens dans leur travail, parce que leurs tâches sont pas bien définies, leurs responsabilités sont pas très claires, etc., ils ont l'impression qu'ils sont sous-utilisés dans leur expertise, dans leur responsabilité, dans leur temps. Et bah, c'est l'ennui, hein, quelque part. Et ça, je vous garantis que ça peut faire de gros dégâts aussi, d'un point de vue santé bien-être. Et puis, le burn-out, c'est, bon, voilà, pas de motivation, pas de sens. J'ai perdu le. Alors, il y en a qui parlent de blur-out aussi, c'est-à-dire j'ai perdu un peu la boussole. Je sais plus trop ce que je fabrique là. Je vois plus trop ce qu'on attend de moi. Je suis plus très motivée. Ça fait pas sens. Enfin, voilà. Et ça, très honnêtement, aujourd'hui, pour moi, ce sont des sujets qui s'invitent, alors sous différentes formes, mais voilà, ça, je le retrouve assez régulièrement dans mes coachings aujourd'hui en entreprise. Un autre, et ça, vous l'avez mentionné dans le sondage, hein, c'est les difficultés relationnelles, avec beaucoup de jeux psychologiques dans les organisations. Alors, il y a toujours beaucoup de jeux psychologiques dans les systèmes, hein, on le sait, clairement. Mais c'est vrai qu'en organisation, aujourd'hui, je trouve que c'est de pire en pire. Alors, est-ce que c'est parce que ça se dévoile? Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement d'incertitudes, de stress que chacun essaye de tirer son épingle du jeu et du coup rentre dans des choses, dans des relations pas saines, dans des façons, des postures, des positionnements de supériorité, d'infériorité, enfin voilà. Mais en tout cas, de grosses difficultés relationnelles. Et ça, moi, je vois aussi beaucoup. Et bon, peut-être que certains d'entre vous, ça sera intéressant, Yotis, que tu me dises si ça, tout à l'heure, après mon intervention, si ça rebondit là-dessus. Mais moi, je vois beaucoup de ce que j'appelle un peu le harcèlement inversé, c'est-à-dire du harcèlement sur les managers par les collaborateurs. Ça, c'est un gros sujet que j'ai parce qu'on est de plus en plus dans des schémas d'organisation, alors même s'il y a encore des organisations très maltraitantes, hein, on ne va pas se leurrer, mais il y a aussi des organisations qui essayent de faire beaucoup et c'est vrai que souvent les managers intermédiaires sont vraiment très pressurisés pour être à l'écoute, pour être bienveillants, mais en même temps, il faut que les gens fassent les chiffres, surtout si on est dans des entreprises commerciales. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu, on va dire, pris en sandwich. Hein, c'est souvent une grosse difficulté pour eux. Et en plus, quand ils ont des équipes qui voient un peu la faille, ça peut donner des choses assez compliquées, assez difficiles. Voilà, moi, j'ai accompagné beaucoup de managers qui étaient dans cette situation, au point d'arriver le matin, d'aller se cacher dans les toilettes pour pleurer, ou d'avoir la boule au ventre, de pas oser confronter sa propre équipe. Enfin, ça peut devenir des choses extrêmement compliquées. Voilà, donc ça, difficultés relationnelles, ça arrive dans tous les sens. Voilà, ça existe aussi entre collègues, hein, entre pairs, bref, et avec des jeux qui vont avec. Un troisième point, et je pense que vous avez dû vous en rendre compte aujourd'hui, c'est un gros sujet. D'ailleurs, dans les formations, on est beaucoup demandé là-dessus. Sur les partages d'expériences, on est beaucoup demandé là-dessus, sur cette notion de sécurité psychologique. Alors, ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure sur les personnes qui n'osent pas dire quand elles sont pas bien, qui vont garder le silence quand il y a des points de souffrance, quand il y a quelque chose qui leur convient pas dans une relation, etc., parce qu'elles se sentent pas en sécurité psychologique. Vraiment, là, aujourd'hui, c'est un gros thème, très central. Nous, on est très demandé sur ces points-là. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je vous invite d'ailleurs, si je peux me permettre, à aller voir tous les travaux de Amy Edmondson, qui est passionnant, c'est passionnant, notamment l'entreprise sereine. C'est un ouvrage absolument remarquable où justement elle explique comment ce problème de sécurité psychologique, d'ailleurs, est souvent un non-dit et un déni, puisque quand vous interrogez les gens, ils vous disent non, mais pour nous, les gens sont très sécurisés, il n'y a aucun problème, tout est ouvert. Puis quand vous faites des tests et des questionnaires, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ouvert déjà, et que il y a beaucoup de non-dits, encore une fois, il y a beaucoup de choses en silence, et que ce manque de sécurité psychologique, c'est extrêmement impactant sur ce que fait l'entreprise, sur ce que l'entreprise produit
comme résultat, etc. Voire même pose vraiment des problèmes de risque graves. Elle parle d'ailleurs notamment de médecins, d'équipes de médecins dans les hôpitaux, voilà, où parce qu'on va avoir peur du chirurgien, on va pas oser dire quelque chose, alors que ça peut mettre la vie du patient en danger. Bref, c'est passionnant. Donc, si vous avez l'occasion d'aller lire, pour ceux qui l'auraient pas encore fait, c'est un très bel ouvrage et moi j'aime beaucoup ses travaux. Et puis enfin, comme on disait, vous avez mis 40% dans le sondage, mais voilà, le sens, l'engagement, la motivation, c'est quand même un sujet. L'engagement et la motivation, c'est un sujet parce que ça épuise très souvent les personnes qui, du coup, gèrent des équipes, notamment les managers intermédiaires qui sont en première file et qui ont beaucoup de mal des fois à gérer et à faire s'engager les gens. Et ils font beaucoup à la place des autres, ce qui est d'ailleurs pas la chose à faire. Et puis, cette notion de sens, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? On voit beaucoup de gens qui souhaitent se réorienter, quitter leur société, etc. J'aurais tendance à dire que quand on est dans la démarche de le faire, c'est plutôt bon signe, mais très souvent les gens encaissent, supportent et sont pas bien à la place où ils sont et ils sont pas épanouis. Voilà un petit peu moins ce que je retrouve le plus dans les sujets. Donc vous l'aurez compris, je pense qu'on a un vrai rôle et vous voyez bien que les sujets, même si c'est des sujets qui bougent et que les demandes vont toujours être un peu différentes, etc., on a quand même des tendances aujourd'hui très clairement sur le marché des entreprises, quel que soit d'ailleurs je dis entreprise, mais quel que soit le type d'organisation, service public, association, grande institution, entreprise petite, grande, moyenne, tout ça, on va retrouver quand même voilà, le même type de besoins récurrents. On a des questions, bien évidemment. Il y a alors Myriam qui demande, et d'autres aussi dans le chat des Synergiens, concernant le titre et l'auteur du livre. Est-ce que tu peux le répéter? Alors, pardon, c'est Amy. Alors, je vais le prononcer à la française, comme ça sera plus simple. Amy, A-M-Y, Edmondson, donc E-D-M-O-N-S-O-N. C'est vraiment la référence sur tout ce qui est sécurité psychologique. C'est la référence aujourd'hui. D'ailleurs, c'est celle qui a fait le plus de recherches. Et son livre, là, son dernier ouvrage, s'appelle L'entreprise sereine. Voilà, qui explique très très bien d'ailleurs. C'est pas du tout rébarbatif, c'est passionnant, avec beaucoup d'exemples très concrets, voilà, qui fait bien comprendre les choses. Alors, il y aura d'autres réactions, mais je vais laisser Nifissa justement le faire. Donc, un grand merci Stéphanie pour cette présentation dynamique et clarifiante. J'aimerais également remercier Nifissa Karaboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Et ce soir, il y avait pas mal de défis. Nifissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également passe-présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événement chez ICF Synergie. Bonsoir Nifissa. Comment ça s'est passé ce soir? A-t-on des questions, des commentaires? Bonsoir Stéphanie, bonsoir Yotis, bonsoir tous les synergiennes, tous les synergiens. Bon, il y avait quand même quelques questions, il y a aussi des réactions. Est-ce que je peux en prendre une par exemple? Pourquoi les employés luttent en silence contre le stress? Très bonne question. Pourquoi ils luttent en silence? Parce que très souvent, alors ça revient à ce que je viens de dire sur la sécurité psychologique, pour le coup, c'est que très souvent, les personnes ont peur d'exprimer à leurs collègues ou à leurs managers le fait que là, à ce moment-là, ils ressentent un stress. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on dise que peut-être qu'ils sont pas assez compétents ou que ils sont trop débordés, donc ils savent pas s'organiser. Voilà, on a encore. Alors ça commence à passer heureusement, et notamment avec toutes ces politiques un peu d'instaurer cette sécurité psychologique. Mais c'est vrai que les gens donc, vont essayer de trouver des trucs. Alors moi souvent les gens me disent Stéphanie, je vais peut-être finir un peu plus tôt, puis demain je vais faire un petit peu de sport, etc. Donc ce qui est déjà bien, je vous dirais. Mais finalement le problème de fond qui est donc l'agent stresseur, n'est souvent pas adressé parce qu'on a peur de le dire dans l'organisation, par peur d'être vu comme quelqu'un voilà, qui sait pas faire, enfin voilà, d'être jugé un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est quand même là où ça commence à se dire et à se partager, c'est quand entre les gens, il y a des choses tellement évidentes au niveau de l'entreprise, des choses qui ne vont pas, que là, pour le coup, les gens vont commencer à partager entre eux. Voilà. Mais très souvent, les gens gardent ça un peu en silence. Oui, tout à fait. Alors, des commentaires, bien sûr, concernant la présentation de la part de Michael. Super webinaire. Un énorme merci, Stéphanie, pour ce magnifique cadeau. J'adore ton énergie et merci pour ce bel hommage à Alain Cayrol. Oui, merci, Michael. Ça me touche. Merci beaucoup.
Et il y en a énormément. Alors, merci Nefissa. Il y a beaucoup de commentaires en effet. Alors, merci pour le livre. Hein. Il y en a plusieurs qui remercient. Merci Stéphanie. Des échos sur mon expérience personnelle de cadre dirigeant et avec ma casquette de coach pro maintenant lors des séances de coaching avec certains clients, nous dit Dimitri. Merci beaucoup. Comme toujours, nous dit Palladio. Donc, il y a énormément de remerciements. Donc, voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne et ça n'arrête pas. Alors, donc vraiment bravo et merci Stéphanie et merci Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera utile pour développer une approche santé-bien-être éthique en organisation. Si la réponse est oui, vous mettez des petits pouces bleus un peu partout, des cœurs, vous mettez des commentaires, vous posez toutes vos questions sous cette vidéo, vous partagez, vous réagissez. Vous savez que ça a tendance à doper nos niveaux d'ocytocine et de dopamine. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, robustesse, émergence. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Ouh là là, grande responsabilité, Yotis. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup déjà de m'avoir accueilli ce soir. À vous tous, parce que voilà, même derrière les écrans, je vous vois pas, mais vous envoyez beaucoup de belles ondes et de beaucoup de bienveillance. Donc, merci à tous. Vraiment, c'était un très beau moment pour moi. Si j'avais un mot de la fin, c'est que je sais que les uns et les autres, vous êtes devenus coach parce que vous avez probablement eu aussi, comme disait Dimitri dans le chat, des moments un peu difficiles, peut-être, ou vécu des choses. Je pense que vraiment la santé et le bien-être aujourd'hui, c'est central dans notre approche de coach. C'est central pour nous en tant que coach, notre bien-être et notre santé déjà, parce qu'il faut être aussi les modèles que l'on veut être, enfin, on veut être inspirant auprès de nos clients, mais aussi prendre soin de nos clients. Pour moi, c'est essentiel pour aider, pour adoucir aussi tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans les organisations. Et prendre soin de nos clients, c'est plus qu'un service, c'est vraiment de les aider à se révéler à eux-mêmes. Voilà, c'est un très beau cadeau qu'on se fait aussi quand on les accompagne. Donc voilà, allez-y, faites du beau coaching santé bien-être en restant bien sûr éthique, ça va de soi. Merci beaucoup à tous en tout cas et à très bientôt. Merci Stéphanie, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir.